Les adolescentes, elles aiment ça. Ça ne changera pas, c'est assez clair. Alors, ce soir, je vous demande, un mois après sa sortie, croyez-vous que Karla Homolka est encore dangereuse? Pour en débattre, des spécialistes, des journalistes. D'abord, le psychiatre Pierre Mailloux. Bonsoir, Doc. Il y a Charles-André Marchand, chroniqueur judiciaire, Geneviève Saint-Germain, journaliste, et Mario Larrivée-Côté, sexologue clinicien. Bonsoir à vous tous. D'abord, je vais commencer avec le Doc Mailloux, parce que, Doc Mailloux, si ce que Sylvie Tanguay a dit, s'il y a une portion de ce que Sylvie Tanguay a dit qui est vrai, est-ce qu'on peut s'inquiéter? Bon, pas tellement. Beaucoup moins que dans le cas d'un des 3 assassins d'Isabelle Bolduc à Sherbrooke, qui a été libéré, qui est présentement libéré. Et après seulement 6 ans d'incarcération, je suis beaucoup plus inquiet d'un pistolet comme ça. OK, d'accord. Vous, Mario? Comme dit Dr Mailloux, effectivement, c'est sûr qu'il y a des cas beaucoup plus graves qu'elle actuellement dans la société. Oui. De savoir si ça va récidiver ou pas, c'est une grosse question, mais c'est clair qu'il y a des cas beaucoup plus graves qu'elle actuellement. Mais le fait qu'une ex-détenue qui l'a connue pendant 2 ans, qui l'a côtoyée pendant 2 ans, sorte de l'ombre ce soir, et je vais vous mettre un petit peu en contexte, elle sort de l'ombre parce qu'elle dit, lorsque j'ai entendu que Karla Homolka voulait faire en sorte qu'on fasse sauter ses conditions, parce qu'elle a des conditions de vie en liberté, elle dit, j'ai eu peur, cette femme-là, Tanguay, vient de sortir de prison, et là, elle a parlé, elle nous a parlé en fin de semaine, et pour nous parler, elle a menti à la maison de transition, elle a prétendu qu'elle allait au cinéma, elle est venue ici, et là, ils l'ont retournée en dedans pour 1 mois. Alors, qu'une femme sorte comme ça, elle dit, je devais parler parce que j'avais peur, j'ai des enfants, et je dis qu'elle est encore dangereuse, parce qu'elle m'a raconté, c'est pas du tout ce qu'elle a dit à ses psychiatres. Ça vous fait quoi? Ben, écoutez, je pense que Karla Homolka va être un danger potentiel toute sa vie. Maintenant, il faut évaluer le danger. Ce que je trouve plus inquiétant et beaucoup moins crédible, c'est la sortie de cette fille-là. Et là, je me pose des questions. On se dit, quelle raison avait-elle de sortir? Ben, ne serait-ce que peut-être une question de rivalité entre femmes en dedans, qu'on ne connaît pas comment ça se passe. Ensuite, un 15 minutes de gloire, qui est pas quelque chose d'inapprécié dans nos sociétés, puis qui vaut beaucoup. Et quand elle va nous dire, j'ai peur pour mes enfants, ben moi, je me dis, c'est pas logique. Si tu avais si peur que ça, tu te tairais, puis tu ne prendrais pas le risque de sortir de prison pour venir parler de ça. Alors ça me semble pas logique, tout ça. Quant à la dangerosité d'Homolka, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va s'arrêter de s'acharner ou est-ce qu'on va aller la fustiger jusqu'à chez elle puis la lyncher sur la place publique? Ça, c'est une autre affaire aussi. Je trouve tout ça très révélateur aussi de nos sociétés, de la place des femmes et des femmes criminelles dans nos sociétés. Comment est une femme criminelle? Ça prend des proportions épouvantables. Karla Homolka est pire parce qu'elle est une femme. Oui. Bon, je vais aller plus loin que ça. Vous êtes d'accord? Attendez, il y a Doc Mailloux qui est d'accord avec Geneviève amène un très bon point. On en fait tout un plat parce que c'est une femme. Finalement, on a une femme criminelle à se mettre sous la dent. Il y a une hypothèse qui n'a pas été soulevée. Et j'aimerais la soumettre. Est-ce qu'il est possible que Karla Homolka soit simplement une bonne suiveuse, comme beaucoup de femmes le sont avec les criminels, les bandits, les batteurs de femmes, les jaloux morbides? Tu sais, on a toute une histoire au Québec de ça, là, de bonnes suiveuses. En tous les cas, Mme Tanguay, elle a passé 2 ans avec elle. Et dans son entrevue, on vous fait grâce parce qu'elle est très, très longue, elle dure 15 minutes, donc ça prendrait tout le temps du débat. On a isolé quelques petits extraits. Un que je veux vous faire entendre ce soir parce que elle prétend que Mme Homolka a des pratiques sexuelles plutôt étranges en prison, à l'intérieur des murs. Entre autres, elle a été témoin d'une pratique assez particulière au su et au vu de tous. Alors, on va écouter cet extrait-là de ce qui s'est passé en prison avec Karla Homolka. C'est un banc, c'est tout simplement dans le module, dans l'aire de vie, dans l'aire commune de toutes les filles. Elle s'est assise au téléphone, elle parlait probablement à quelqu'un, elle se lamentait en anglais, puis elle avait la main dans ses culottes et elle se masturbait. Moi, j'ai pu la voir de ma cellule, j'ai pu l'entendre. Écoutez, se masturber en public, là, c'est assez particulier. Charles-André? 15 ans de prison, ça peut transformer les gens quelque peu, j'ai l'impression. C'est une exhibitionniste. Mais au-delà de ça, savoir que Karla Homolka se masturbe dans une prison, excusez-moi, là, ça ne change rien à sa dangerosité. Par contre, moi, je veux revenir au témoignage de cette fille-là, ce qui me dérange beaucoup. Moi, là, les pseudo-confidences de psychopathes et de tueurs en série dans les pénitenciers, peut-être que c'est bien différent chez les femmes. Mais je peux dire que même des Nick Paccione. Puis Nick Paccione, là, plus dangereux que ça, là, ça n'existe à peu près pas au Canada. Nick Paccione, même dans ses échanges épistolaires avec des gens comme Marlène Chalfoun ou avec d'autres, était plus subtil que ça. Jamais ne dit « j'ai eu une jouissance à découper quelqu'un en morceaux, à la violer, et ci et ça ». Alors, ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Pourquoi que, tout d'un coup, cette fille-là aurait été la confidente de Karla Homolka
vous me permettrez d'avoir de gros doutes. Deuxième point. Allez-y. Elle a peur. Ben oui. Si elle avait fait ces révélations-là aux autorités pénitentiaires, quand les confidences, les pseudo-confidences qui ont été faites, ça aurait pu changer la donne pour la remise en liberté de Karla Homolka. Ça, l'histoire ne le dit pas. Ça, l'histoire ne le dit pas. Eh ben, elle ne l'a pas fait. Elle s'est précipitée un mois plus tard dans un studio de télévision. Pourquoi? Pour sa petite publicité personnelle. Je la crois pas. Vous la croyez pas? On va aller voir M. Brunet qui est en ligne. M. Brunet, bonsoir. M. Brunet, est-ce que vous êtes là? Oui. Allez-y, on vous écoute. Quelle est votre opinion? Ben moi, je pense que l'entrevue, faut pas prendre ça au sérieux parce que ça se voit bien qu'ils s'aiment pas les deux. Puis elle fait sûrement ça pour la publicité ou pour se faire connaître ou de l'argent ou elle a sûrement d'autres raisons, mais Merci. sûrement pas pour aider la population. Je pense que moi, je la crois pas. Il y a d'autres sérieusement. motivations derrière ça, vous pensez? Ah, c'est sûr. Merci, M. Brunet. Parce que Geneviève, monsieur Sergeant, ce que vous monsieur dites. d'une logique irréfutable. Là. Mais j'ai une question à poser aux deux psychiatres. Allez-y. La question, c'est en fait, Dr Mailloux dit c'est une bonne suiveuse, comme il y a beaucoup de femmes qui ont suivi des hommes criminels puis qui ont été influencées, tout ça. On dit qu'elle était influençable. Dans son rapport avec les hommes, peut-être, mais dans son rapport avec les femmes à l'intérieur de la prison, c'était peut-être pas ça aussi. On parle souvent en prison dans la société, en fait, de mâles alpha, des hommes qui ont un pouvoir sur d'autres hommes. En prison, Karla Homolka, c'était quoi son statut? J'ai même entendu que des autorités carcérales lui avaient donné le rôle de mentor auprès de jeunes filles. Voilà, justement, on revient à ça. Ça prend-tu Madame Tanguay prétend que au moment où elle a fait une fausse couche, elle a fait une fausse couche à l'hôpital. C'est ça que j'ai entendu. Pardon, à la prison. Ouais. L'infirmière lui a ordonné à Karla Homolka de s'occuper de Madame Tanguay. Elle est allée la voir dans sa cellule, elle venait de faire une fausse couche. Et là, on a un extrait, parce qu'à ce moment-là, Madame Tanguay dit qu'elle a perdu connaissance et qu'elle s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, Karla Homolka lui faisait des attouchements à nature sexuelle. On peut l'écouter. Puis en me réveillant, ses mains descendaient sur mon corps, puis de son autre main, là, elle me déposait de l'eau froide là, dans le visage. Donc, d'une main, elle prenait soin de vous, mettait de l'eau froide dans le front. De l'autre main, Elle caressait mon corps. Doc Mailloux, vous la croyez pas du tout? Nathalie, là, ça manque un petit peu de conviction, cette histoire-là. Madame Tanguay, une mère de 3 enfants, Oui. qui est en prison depuis 2 ans pour un vol qualifié. Oui. On me dit que c'est un vol, Marius m'a révélé que c'est un vol à main armée. En tous les cas, c'est Écoute, qualifié. On ne sait pas quelle est l'arme qu'elle avait, mais c'est qualifié. Et là, je vais dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Sa complice lors de ce vol qualifié, c'était sa mère. En plus, on a fouillé tantôt dans le primitif, là. Hey, ça fait pic-pic un peu. C'est comme un loup qui commence à crier au loup. Hey, écoute, là, j'ai beaucoup de misère avec ça. Et ça fait, pour avoir entendu beaucoup d'abus sexuels, d'agressions sexuelles, ça fait un petit peu soft, je dois vous dire. On Il aurait fallu qu'en mette plus que ça, là. Il aurait fallu qu'elle en C'est mette éponger le front puis flatter la bedaine, là. On a un autre extrait, ça va être le dernier que je vais vous faire entendre de Mme Tanguay. Un autre extrait qui nous dit que Karla avait de drôles de pratiques en prison. Écoutez ça. Karla venait souvent me demander pour avoir mon linge, pour avoir mes bobettes, pour avoir tout ce que j'avais, Karla le voulait. vos sous-vêtements également. Mes sous-vêtements également. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Pourquoi est-ce qu'on veut les bobettes d'une co-détenue? Parce qu'on est une personne désaxée, qui est en lien avec d'autres personnes désaxées, si vous voulez, puis qu'on est en prison, puis que la chair est faible, hélas, et je sais pas. Alors, En fait, elle a été accusée, sentencée pour agression sexuelle, pour meurtre. Cette femme-là, c'est une déviante sexuelle. C'est sûr que ses pratiques sexuelles vont être complètement à l'extrême, puis à côté de la carte. Là, bon, des petites culottes propres, sales, bon, différentes sortes. Mais c'est assez connu, Dr Larrivée. C'est pas une affaire, c'est épouvantable non plus. Tout le monde connaît ça. Là. C'est Ah, pas une non, affaire. Écoute, vraiment, il Doc Mailloux. n'y a pas de quoi fouetter un chat là. Puis Non. l'histoire des bobettes, il faudrait savoir ce qu'elle faisait. Est-ce que c'était pour les mettre? D'ailleurs, écoute, je vous apprendrai rien ce soir en vous disant que l'échange de linge entre les femmes, là, monnaie courante. Pas de vêtements, oui, mais là, les bobettes, de quand même. sous-vêtements, Pas de les sous-vêtements, là. Doc de Mailloux, là, sous-vêtements, pas de Mais sous-vêtements. de toute Oui, façon, allez-y. en justice, on parle souvent des délateurs comme étant des témoins tarés. Taré, oui. Et ben, je dirais qu'on est ici un témoin taré. Mais la question de Oh, pédophilie... Charles-André, t'es pas fin. Habituellement, c'est moi qui n'ai pas fin comme ça. Ben là, je te donne un break. Docteur, c'est un cas facile pour vous ce soir, je pense, là. Hein? Oui. Mais la pédophilie au féminin, là, est-ce que c'est répertorié, ça, là? Ben, quasi inexistant. C'est très rare. C'est très rare. Et j'en ai vu 2 cas. Dans ma pratique, en 25 ans, j'en ai vu beaucoup de ça. J'ai vu une déficiente intellectuelle
et une psychotique qui avait abusé d'enfants. Mais en dehors de la psychose et de la déficience intellectuelle, les abus, les agressions sexuelles de femmes sur des enfants, c'est assez rare, merci. Mario, vous pensez pas ça? Docteur Mailloux, il y en a pas mal plus que ça, par exemple. Là. Ben, je voudrais bien, mais comment ça se fait qu'ils veulent pas me voir? Je sais pas pourquoi ils veulent pas vous voir, mais ce qui est clair, c'est que... Ils aiment les petites filles, docteur. Juste dans la dernière année, j'en ai vu au moins 4-5 dans la dernière année. Ben oui. Dont 3 ensemble, la tante, la grand-mère, puis la mère. Ben oui, des déficients intellectuels. Non, pas des déficients intellectuels. Non, du monde sain les avez-vous évalués? Leur QI est à combien? Leur QI est à combien? Non, c'est déjà une intelligence, là, peut-être pas. Non. Si vous... Non, au moins l'honnêteté de dire, on les a pas évalués. Tu le sais ou tu le sais pas? On les a évalués. Alors, combien le QI? Le QI est à environ 100. Est-ce qu'elles étaient psychotiques? Non, c'est des femmes qui étaient quand même fonctionnelles. Ils n'étaient pas dans un délire. Là. Bon, ben... Ouais, elles sont fonctionnelles. Peut être fonctionnelle, peut être aussi délirant un peu, là. C'est extrêmement rare. Je dis pas que ça existe pas. C'est pas rare. Bon, on nommera pas de nom. C'est pas si rare que... Il y en a plus. En fait, c'est parce que ce qui arrive, c'est que souvent, on les dénonce pas parce qu'une femme qui agresse un homme, socialement, c'est impossible, ça se fait pas. Mais là, on parle de femmes qui agressent de jeunes femmes ou des enfants. C'est facile. Mais des femmes qui agressent... Non, mais je parle des petites filles. Là. La femme de 30 ans qui va agresser un petit gars de 10-12 ans... Le petit gars, c'est pas sûr qu'il va aller le dire, parce que me faire agresser par une femme, même si j'ai 10 ans, ça passe pas, ça a l'air fou. Sauf qu'inversement, la petite fille de 10-12 ans qui se fait agresser par un gars de 30 ans, c'est évident qu'elle va dire, oui, c'est une agression sexuelle. C'est anecdotique. Non. Ça peut peut-être arriver, mais c'est très rare. Écoute, ça représente probablement moins de 5% de toutes les agressions sexuelles. Ça arrive, ça peut arriver, théoriquement, mais c'est très rare. 5 ça représente quand même 5 femmes, 95 hommes. Vous n'avez vu 2 dans votre pratique, mais moi, en 15 ans de pratique, j'en ai vu pas mal plus que 2. On va aller au téléphone. Il y a M. Rousseau. J'ai hâte d'en voir dans le centre du Québec. Oui. Il y a une chose, dans le centre du Québec, il n'y en a presque pas. On a moins de tarés qu'ailleurs. Venez à Montréal. Monsieur Rousseau, vous appelez d'où, vous? De Châteauguay. Ah, vous n'êtes pas dans le centre du Québec. Monsieur Rousseau, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez ce soir? Moi, personnellement, dans les journaux locaux, il disait que Carla Molka, les journaux locaux de chez nous, il disait que supposément qu'elle pouvait vivre dans ma ville, moi. Puis personnellement, moi, ça m'apporte pas tant que ça parce que j'ai un enfant. Puis je veux dire, j'étais avec ma conjointe. Ma conjointe est du même avis que moi. Puis je veux dire, ça nous offense pas tant que ça. Puis moi, d'après moi, qu'est-ce que Sylvie Tanguay dit, personnellement, je trouve que d'après moi, ça devrait, je sais pas là si c'est parce que c'est le bord de sortir de prison ou quoi là. Ben tu sais, je me dis des fois c'est le monde de même qui essaie de se sentir important ou vis-à-vis de la télévision ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'il faudrait savoir. Merci, M. Rousseau. Quelque chose que je voudrais rajouter. N'oublions pas que la veille de la libération de Carla Molka, il y a un quotidien de Montréal qui a annoncé en primeur avoir une entrevue exclusive avec une co-détenue qui avait partagé la cellule de Carla Molka et qui nous révélait qu'elle avait changé son apparence, qu'elle avait les cheveux noirs, courts, qu'on ne la reconnaîtrait pas. Et elle était encore blonde, hein? Elle était encore blonde. Elle n'avait pas changé tant que ça. Alors, il faut toujours faire attention avec ces témoignages de détenus. Vous savez, j'ai pris à la légère plusieurs commentaires tout à l'heure, entre autres que Carla Molka se passait le doigt pendant qu'elle parlait à quelqu'un au téléphone. Ce matin même, j'ai vu quelqu'un qui a été un homme de 40 ans qui a été déficient intellectuel, qui a été incarcéré dans une prison de Montréal. Et il en est ressorti avec le sida. Parce qu'il s'est fait sodomiser de force. C'est autre chose que les petites niaiseries qu'on vient d'entendre. On est-tu d'accord? Écoutez, pour le moment, là, Carla Molka, on ne sait pas où elle est, puis il se passe rien. Mais lorsqu'on lit les courriels, il y a des gens qui sont inquiets, qui nous disent « Elle me fait encore peur, on ne sait pas où elle est, mais elle nous fait peur. » Ici, il y a Christine Jean de Shawinigan qui nous écrit, qui nous dit « Je crois que Mme Molka a peut-être encore des fantasmes envers les adolescentes. Un fantasme, ça se guérit pas, mais de là à passer aux actes et à refaire les mêmes erreurs, ça, je ne crois pas. » Est-ce qu'on peut dire que l'essence même du fantasme, c'est d'être quelque chose qui est dans la tête, là? Pour la plupart des gens, c'est pas nécessairement quelque chose qui se réalise. Mais moi, ce qui me trouble par-dessus tout ça, c'est l'espèce de fond de misogynie de la société. C'est-à-dire, nous avons une femme qui a commis des crimes, qui a fait des choses odieuses, on est tous d'accord là-dessus. Mais elle, il faut la lyncher sur la place publique. Son crime est pire que celui de tous les Mais c'est quand même la femme
femme qui a fait les pires choses. Mais en tant que femme, c'est quand même la criminelle, oui, il y a pas, la plus folle là, qu'on ait vue. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je me répète, on en libère à tous les jours. Ben oui. On en libère des meurtriers, des tueurs à gages qui font ça, qui gagnent leur vie comme nous, on gagne notre vie comme communicateurs. Eux gagnent leur vie à tuer du monde pour des organisations criminelles. Et eux, le risque de récidive quand ils sortent de prison, il est de 300%. On va aller au téléphone. On me dit qu'il y a Myriam qui est en ligne. Myriam, vous connaissez, vous, la détenue, Madame Tanguay? Oui, j'ai grandi avec elle à Rouyn-Noranda. On a fréquenté la même école. Puis ça a toujours été genre d'adolescente à cet âge-là qui cherchait à avoir l'attention visée sur elle. Puis des fabulations, des fausses histoires concernant des histoires sexuelles, plein de choses. Fait que moi, personnellement, je serais pas portée à croire ces paroles. Vous la croyez pas du tout, hein? Absolument pas. Merci beaucoup, Myriam. Mais vous rendez-vous compte, Nathalie, une femme qui appelle pour dire ça? Ouais. Ça me fait de la peine. Ça me fait pas de la peine. Je veux dire, je peux comprendre, là. Là, tu vas donner des munitions au DOC. Oui, je vais donner des munitions anti-femmes. Mais je trouve ça terrible. Mais moi, je comprends ça par le conditionnement, par la façon, mais on ne fera pas une grande histoire, là, de la façon dont les filles sont élevées, la façon dont les filles apprennent à rivaliser très tôt entre elles. Puis là, on le voit encore, là, dans une espèce de délation d'une de l'autre. Puis on voit-tu des criminels faire ça, des hommes un peu moins souvent? Ça me désole un peu. C'est plutôt rare. Oui, ça me désole un peu. C'est plutôt rare. Mais jusqu'à présent, il y a 2 ou 3 détenues femmes qui sont allées parler. Oui, Doc. Nathalie, de reconnaître que Homolka est encore très dangereuse actuellement serait, après 12 ans de thérapie pendant son incarcération, désavouer tous les efforts de réhabilitation qu'un tas de monde ont fait. Alors, ou bien elle n'est pas si dangereuse que ça, puis la réhabilitation a été un peu efficace, ou bien si elle est vraiment dangereuse, les réhabiliteurs ont raté le coup de façon monumentale dans le plus meilleur système de réhabilitation au monde. Mais ça demeure une possibilité, Doc, parce qu'on est en présence d'une femme très intelligente, manipulatrice et qui est allée étudier en psychologie. Elle vous comprend, elle, là? Ben là, quand même. Mais il y a une possibilité. Il n'y a personne qui est sûr à 100%. Là. Il y a un risque. Il y a un risque, docteur. Vous le savez, là. Il n'y a rien de sûr à 100%. Là. Voyons donc. Pour le moment, on se croise les doigts, tout va bien. Ça mais on fait n'y un peut mois, rien. mais... Il y a ça aussi. Oui, le constat inéluctable, c'est qu'on n'y peut rien. Il y a des contrôles policiers qui sont faits. Elle doit se rapporter hebdomadairement, je crois. Il y a plusieurs conditions. Je les ai ici. Là. Fournir un échantillon d'ADN, suivre une thérapie, communiquer ses coordonnées à la police, se rapporter aux policiers à chaque vendredi, aviser de ses déplacements dans un délai de 48 heures, ne pas communiquer avec son ex, ni les familles des victimes, ne peut fréquenter quelqu'un qui a un casier judiciaire, ne doit consommer de drogue, ne peut pas travailler avec les enfants, ne doit pas travailler dans un milieu où il y a des drogues. Il y a à peu près 15 conditions. Mais ces conditions-là, elle veut les faire sauter, par exemple. Ça fait 2 mois qu'elle est libre? Ça fait le 5 juillet, alors un mois et quelques jours. Un mois et quelques jours. Oui. Visiblement, elle a respecté ses conditions jusqu'ici. Pour le moment, tout va bien. Mais elle veut les faire sauter, ces conditions. Les policiers savent où elle est, là? Ben oui. On doit faire une courte pause. On entend la musique. On doit faire une courte pause. On revient avec la conclusion de ce débat dans 2 petites minutes. Croyez-vous que Karla Homolka est encore dangereuse? Ben, Geneviève, vous allez être contente. Il y a le Doc Mailloux qui veut faire une fleur en terminant. Docteur Mailloux, vous voulez revenir sur quelque chose? Hein? Geneviève amène un point extrêmement important. J'ai essayé de m'expliquer l'hystérie collective de l'Ontario autour de Karla Homolka. Et j'ai pas d'autre réponse que celle que Geneviève amène. Une espèce de misogynie exprimée à l'occasion de sa libération. Que quelqu'un essaie de m'expliquer l'hystérie collective de l'Ontario. Mais il y a une hystérie aussi, si on laisse les gens faire. À la limite, là, il y a des gens qui seraient prêts là, à aller à voir son adresse, puis de pouvoir aller la surveiller et la traquer. Je suis sûre qu'il y a des gens à qui ça ferait très plaisir de savoir où elle habite pour continuer cette espèce d'affaire-là. Ça, c'est extrêmement dangereux. Moi, je pense qu'au Québec, on aime tout simplement les bonnes histoires d'horreur. Moi, quand j'étais petit, pour nous faire peur, nos parents nous disaient, le bonhomme Satan va venir te chercher. Aujourd'hui, c'est peut-être Karla Homolka. Non, mais c'est blague à part. Je trouve qu'il y a une espèce de morbidité entourant Karla Homolka qui est très particulière. Alors que, je le répète, des dangereux, il y en a qui n'ont jamais fait de prison. Il y en a qui sortent de prison. Et un policier m'a déjà dit, un voleur, celui-là assez longtemps, il va finir par commettre un autre vol.
Voilà. Ça fait jaser, hein? Ça fait jaser. Mais ce qui est certain, c'est que peu importe les conditions qu'elle va avoir... Mais le crime était tellement tordu. C'est clair que peu importe les conditions qu'elle a eues, si elle a le goût de récidiver, elle va récidiver quand même. Donc, le dernier mot en 10 secondes? Bon, je trouve ça fascinant, cette histoire-là, et révélateur de ce que nous sommes et de ce que les Ontariens sont. Je pense que c'est une dimension que je trouve intéressante. Alors, écoutez, regardez les résultats. Je pense que c'est assez clair. On vous demandait si Karla Homolka vous faisait encore peur, si vous croyez qu'elle était encore dangereuse. Bien, vous êtes 66 % à dire que oui et 34 % à dire que non. Merci à vous quatre d'avoir été là.